Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo, 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 Yuxon, aka l'homme qui survole le son, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, nickel. Ça va très bien. Avant de démarrer la conversation, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Je rappelle les bases, on est sur Sweep Podcast et le podcast est disponible sur toutes les plateformes référencées, Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent et si vous avez un peu de curiosité, vous pouvez aller checker les épisodes des 2 saisons précédentes. Aujourd'hui, on est avec Yuxon. Merci beaucoup de nous dédier 1 heure de ton temps et de ta vie, de ton existence, de nous dédier ces 60 minutes, ces 3600 secondes. Et peut-être que pour commencer, tu peux te présenter, s'il te plaît. Pour faire court, mon prénom c'est Sanguila, mon nom de famille Lumengo, Yuxon, du groupe Wanted Posse et Sierra Stepper. Je suis né en Belgique, originaire du Congo. Je débarque en France à l'âge de 10-11 ans. Je suis originaire de la ville de Torcy-Logne, 77. Et c'est là-bas que j'ai commencé en fait. Et voilà. Présentation rapide. Impeccable, efficace. Pour démarrer, on démarre de plein de manières différentes les interviews, mais avec toi, on a un peu envie de commencer de manière traditionnelle en te posant une question de base, mais parce qu'on ne connaît pas tant ton parcours du début, à savoir comment est-ce que tu es entré dans la danse et dans la culture hip-hop, toi? Je suis entré dans la danse via mes cousins, la famille, en Belgique. J'ai eu la chance d'avoir les premiers danseurs hip-hop et b-boy belges comme cousins. Et leur groupe était les Magical Band. Mon cousin, rest in peace, s'appelait Swift, Valère et Papy. Et il dansait avec, peut-être que vous connaissez peut-être le danseur qui s'appelle Skunky Love. Et en fait, avec mon petit frère et mon cousin, on foutait un peu le bordel quand on était petits. Et il nous a calmés en nous disant ouais, vas-y, regarde cette vidéo. Et il nous a mis Breaking. Donc Breaking, c'était la première vidéo que j'ai vue de la danse. Et à partir de là, j'ai fait waouh, j'aimerais bien danser. Mais comme mes cousins ils s'entraînaient, j'ai regardé s'entraîner, mais moi je dansais pas vraiment en fait. Mais je sais pas pourquoi, en les regardant, j'ai appris à danser. Et quand mes parents ils ont bougé pour aller en France, j'ai fait la connaissance. J'étais dans un quartier où il y avait le hip-hop, il était en émergence et ça dansait beaucoup. Et j'ai rencontré un danseur qui s'appelait Jackson et Rose Sky. Ils m'ont dit ouais, viens à notre salle. On nous a dit que tu dansais un peu. Et c'est là que je rencontre Amada Hassan, l'un de mes premiers mentors en danse, avec Akbe Jaggi qu'on appelle Axon. Et c'est là l'aventure commence. C'est là que je me suis vraiment mis dans la danse en fait. Et voilà. Et du coup, tu commences par quelle danse? Tu commences directement par la house, le hip-hop freestyle? Non, quand je commence, comme je t'ai dit, la première vidéo que je vois c'est Breaking, donc je commence par le Smurf, le pop. Et quand j'arrive en France, directement, c'était le mouvement la gogo et la hype. Et on dansait aussi le proc, l'art proc. On n'appelait pas ça top rock, on appelait ça art proc à l'époque. Et voilà, je commence avec ces styles-là en fait. Et donc ça, pour se situer un peu dans le temps, c'est il y a combien d'années? Oh, il y a très longtemps. Là quand je commence à vraiment quand j'arrive en France à danser ça, on est en 88, 89, quelque chose comme ça. Toi, t'avais quel âge? T'étais dans l'adolescence? T'avais une dizaine d'années ou un peu plus âgé? Ouais, dizaine d'années. 10, 11, 12, voilà, 13, ouais. Et à cette époque, t'étais parce qu'il y a toujours différents profils quand il y a des jeunes comme ça qui rentrent dans une. Et donc ouais, je me demande quel genre de jeune, quel genre d'adolescent t'étais quand t'entrais dans les premières salles. T'étais plutôt du genre à être timide et à prendre les informations visuellement ou très rapidement à aller vers ceux qui avaient la connaissance et à aller
aller choper des informations en demandant aux gens? En fait, moi, quand j'ai commencé à danser, il n'y avait pas cette conception d'analyse de la danse, d'aller voir vers les gens, ouais, aide-moi à être plus fort. C'était les gens, c'était très, tu vois, bah lui c'est le meilleur, lui s'il est chaud, bah, essaye de t'aligner à leur niveau en fait. Donc moi, quand j'arrive dans une salle, c'était pas, on m'a pas dit, ouais, entraîne-toi avec lui. Non, non. Et c'était très, voilà, les meilleurs c'est eux deux et aligne-toi à eux en fait. Et après, dans la salle, pour moi, ce qui m'avait vraiment surpris, c'est que à l'entraînement, j'ai Ange, le Funky Juice, Idriss, mon meilleur ami, et je vois Amada, je vois Jaggy, mais ils étaient tous forts en fait. Ils étaient tous forts, ils avaient déjà des noms en fait dans le quartier et en plus sur Paris. Donc moi déjà, je me dis quand je danse avec eux, déjà il faut que je m'aligne. Et en plus, à l'époque, c'est pas comme maintenant, c'est que les gens qui dansaient, c'était des gens qui étaient dans les bandes. Donc déjà, dans l'état d'esprit, c'était pas je viens m'entraîner, c'était très je viens dans un environnement où il faut qu'ils m'acceptent parce que quand ils vont m'accepter, c'est pas que la danse en fait, c'est un tout en fait. C'est vraiment tu rentres dans une fratrie. Donc automatiquement, bah, il fallait que je m'aligne. Et puis j'étais, moi de base, moi je suis un basketteur et j'étais dans la danse, j'étais un peu timide parce qu'en basket, je me la racontais. Mais quand je jouais, quand je dansais, c'est un autre délire en fait. Donc il fallait que, que je fasse ma place en fait. Et comme à l'époque, les cercles, ça rigolait pas, c'était pas des battles comme aujourd'hui organisés. C'était tu danses contre des bandes ou bien tu dansais contre des mecs. Et puis à la fin, ça pouvait très bien partir en couille. Donc pour ça, je dis au niveau de la mentalité, il fallait que je me surpasse parce que je savais que rentrer derrière Amada, il fallait que je sois prêt en fait. Il fallait que je sois prêt. Du coup, c'était pas du tout la même ambiance que quand on danse le Summer Dance ou les trucs comme ça, quoi. Pas du tout la même ambiance. C'est c'est une ambiance, je veux dire qu'elle te manque, ce sera un grand mot, mais est-ce que c'est des trucs où tu te dis, ah, ça pourrait me faire kiffer de juste revivre le truc, mais maintenant avec mon niveau et de me taper contre les anciens, mais avec cette ambiance un peu. Bah, en fait, c'était très, enfin, aujourd'hui dans mon analyse, c'était très, on est dans un mouvement et on est lancé dedans, tu vois. En plus, aujourd'hui, on a les termes des techniques, on a les noms des OG, des trucs comme ça aux États-Unis. Mais là, j'arrive à une époque, je danse une danse, je sais pas d'où ça vient. Je sais que ça vient des États-Unis, point barre. Euh, Notre référence, c'est Rapline. C'est même pas UMTV Rap. On regarde même pas UMTV Rap encore là. Là, donc, c'est Olivier Cochin là, Cachin là, qui parle. Hello Rapline, aujourd'hui le clip de Public Enemy. Nanana. Et donc, on regardait ça. Et ma cassette référence, c'est Rap Attitude. Avec Solo qui est en cover. Et voilà, l'époque, tout arrive en fait. C'est pas structuré comme aujourd'hui. Il fallait que tu t'alignes sur une ligne de conduite, mais parce que tout le monde suivait celle-là. Quand on dit le nouveau pas, c'est celui-là. C'est que le nouveau pas, c'est celui-là. Tu peux pas venir et dire moi je crée mon style. Tu crées pas ton style comme ça en fait. C'est clair. Et sans oublier, tu peux pas danser comme les mecs de ta salle, parce qu'il faut que tu danses, tu crées ton truc. Et en plus, à l'extérieur, c'est la même. C'est-à-dire que si tu fais le même mouvement ou le même truc qu'un mec, mais ça partait en couille. C'était ça. Hmm. Donc déjà, il faut trouver ton identité et il fallait que tu trouves ta phase. Parce qu'à l'époque, on avait deux phases. On n'a pas les gens aujourd'hui, ils ont 40 passages, mais avant, on n'avait pas 40 passages. Tu rentrais une, deux fois, il fallait montrer ton skills en fait, toi. Comme on dit. Parce que c'est pas la même époque, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes règles. Les gens ils rigolent pas. Il n'y a pas de meufs en soirée, c'est des après-midi où il y a dans des salles de fête et tout ça. Je vais pas en club parce que je suis trop petit, je suis trop jeune, toi. Donc c'est pas le même game en fait. Hmm. Et du coup, à partir de là, c'est quoi toutes les étapes qui ont eu lieu pour que ensuite tu te retrouves dans le crew Serial Steppers, dans le crew Wanted Posse, et que tu commences tout doucement
à définir la spécialité de danse qui te plaît, le style vers lequel tu veux te diriger? Bah déjà, Wanted, euh, bah, tu vois, quand j'arrive dans cette salle, que je te raconte la salle du temps où j'arrive avec les autres, bah, au fur et à mesure du temps, on reste à 4 personnes. On reste à 4. Donc, il y a Youssouf Kamara, Ahmad Hassan, Akbe Jagui et moi. Et Walid, le popper. Vous Ouais. connaissez. On était à 5 en fait. On dansait avec Royce aussi, des T15. Donc, on était 6. Après, Walid et Royce, comme ils étaient sur Paris, ils avaient du mal trop à venir. Parce que nous, on était à Marne-la-Vallée. Walid, il est resté sur Paris. Puis nous, on est resté à 4. Et ensuite, on a commencé à s'entraîner à une salle qui s'appelait la Femme du Couvent. Et dans cette salle, il y avait 2 autres danseurs qui étaient là, qui s'appelaient Yoka Ibarra et Olivia Ounou. Et ce qui s'est passé, c'est que mon pote, là, Jackson, il organisait un concours de danse à Ively et il nous a demandé de venir de danser là-bas. Et il m'a demandé le nom du groupe. Et comme nous, on était un peu des gens, un peu dans plusieurs embrouilles de l'époque, les gens nous appelaient les recherchés en fait. Juste Hmm. traduit les recherchés en Wanted en fait. Je lui ai dit, ouais, bah, notre groupe s'appelle les Wanted. Sauf a dit Possi, pour dire ouais, comme le clan. Et quand on a fait le concours, on a gagné. Et en fait, tout le monde a commencé à nous appeler comme ça, Wanted, Wanted Possi, Wanted Possi. C'est resté en fait. Et ça, c'est en 93. Et donc, du coup, le nom, il a commencé à rester, à grandir. Les gens ont commencé à rentrer dedans. Les gens que vous connaissez comme Deadson, Kim, euh, Rest in Peace Baba, Bobson, Mamson, d'autres personnes qui arrivent, Joyson, Babyson, tout, puis Junior, puis le groupe il a commencé à grandir en fait, petit à petit. Mais on est là déjà ensemble depuis 93 en fait. Et il faut savoir aussi l'époque entre 96 à, de 93 à 96, c'est très les clips, c'est Yo MTV Rap pour rien en fait, c'est ça nos références. Et puis quand on arrive en 96, c'est là les informations commencent à arriver. Les Américains ils viennent, il y a la Villette, 96, 97, 98, et puis en 98, 97, je commence à me mettre à la house dance. Mais en sachant que je faisais du break en même temps. Donc, en fait, on touche à tout, en fait, parce qu'il y a des périodes musicales. C'est-à-dire que si tu regardes bien longtemps, de 92 à 94, il y a une époque très hip house. Après, une époque qui est très underground, hip hop. Et puis, puis je sais pas, doucement, j'ai commencé à me diriger vers la house parce que dans les clubs hip hop, ça partait toujours en couille. Donc, j'ai commencé à aller au Queen. C'est Zohar qui m'a engrainé à aller au Queen. Et, attendez, hey, c'est mon fils. Hey, je suis en interview, j'arrive. Merci. Et puis on commence à. Zohar il me dit ouais, il y a un club qui s'appelle le Queen. Les gens ils font de la house là-bas, vas-y, viens, viens. Moi ça m'intéressait pas vraiment, mais je me dis vas-y, on y va. Et puis voilà, je suis rentré dans la sauce en fait. Là, j'ai commencé à voir des gens un peu faire de la house dance et j'ai commencé à m'y mettre. Enfin, des gens. J'ai commencé à voir l'émission Impossible. Et d'autres danseurs allaient. Et puis j'ai commencé à connaître Tip Top et d'autres danseurs. J'ai commencé à faire ces deux mondes, le monde hip-hop et le monde de la house. Et puis doucement, t'as vu, les gens, ils aiment bien te mettre dans des box. Ouais, t'es un house dancer, toi t'es un danseur hip-hop. Mais en fait, j'ai toujours tout fait en fait. Et voilà. Et puis avec le temps, en 2007-2008, avec le frère Babson, on crée le groupe Sarah Stepper en fait. Sarah Stepper, on les crée parce que c'est des jeunes et des amis de club justement. Des gens avec qui on est allé au Queen ou aller dans d'autres clubs. On avait un lien différent qu'avec les gens qu'on était dans le groupe Wanted. Donc vous pensez, il y a des b-boys, il y avait il y a des danseurs hip-hop, et donc on était affilié aussi avec des danseurs qui faisaient de la house. Donc on s'est dit, bah vas-y, on va faire un croix avec eux, et c'est là où on forme Sarah Stepper. Parce qu'on était toujours à deux à taper dans la house, on s'est dit, ouais, ce serait bien d'affilier d'autres personnes avec nous, quoi. Donc c'est là où on fait rentrer Capella, Serge, Malcolm, Mogwai, Tip Top, Fice, toute la deuxième équipe en fait. Ouais. Et du coup, la house,
Tu l'apprends en club ou il y a un moment où tu vas sortir des clubs pour, je sais pas, prendre des cours? Je sais pas si vous preniez des cours à cette époque, mais, ou juste t'entraîner dans des salles? Ça se passe comment? Ah non, c'est le club, hein. Moi, j'ai appris la house en club. J'ai pas appris la house dans une classe. C'était club. J'arrive pour te dire. Mais il faut que tu comprennes. Le fait aussi que j'ai fait de la hype, bah, il y a beaucoup de mouvements de jambes. Donc, je comprenais un peu cette danse, toi. J'étais attiré vers cette danse doucement. Et quand j'arrive au Queen, bon, il faut aussi, voilà, l'époque. Il y a une époque où il y a un japonais qui s'appelle Tamaki Toriabe qui arrive en France. Et lui, il avait des cassettes de vidéos d'Américains et de Japonais qui faisaient cette danse en fait. Et c'est lui le premier qui nous donne des cassettes avec les informations en disant bah lui c'est Brian Green, lui c'est Ijo, ça c'est la house dance, ça s'appelle comme ça s'appelle le hip-hop, là c'est l'Elite Force, c'est lui qui nous donne des informations sur des gens qu'on voyait dans des clips, mais à qui on n'avait pas donné de nom, on savait pas ce qu'ils avaient entrepris comme, comme démarche ou comme action pour faire évoluer cette culture. Et petit à petit, quand je vais en club, bah, je rencontre Idi, Hicham, je rencontre Rabat, Didier Firmin. Et voilà, on les regarde, mais en même temps, nous on regarde des cassettes. Donc, tu sais, il y a un échange en fait. Mais c'est pas on prend des cours en fait. C'est plus, je veux dire, Idi, Hicham, Rabat, Didier, eux, ils ont pris des cours. Ils sont partis chercher des informations et ils reviennent. Nous, on est là, on les regarde danser, mais indirectement dans l'échange, nous, on est danseurs hip-hop qui évoluons dans la house, donc on a ce truc d'autodidacte, donc directement, je prends les choses. Mais j'ai pas peur de demander, par exemple, à Idi, ouais, c'est quoi ce step? Et il montre le chase, toi. Et je dis, ah ouais, c'est ça. En fait, ça se fait petit à petit. Et justement, c'est après avoir parlé avec lui et Hicham qu'ils me disent, faut aller à New York. Et là, je dis, ah ouais? Ils sont si chauds, les Américains. Eh, vous allez voir, c'est comme du Nutella. Ah, les gars, vous allez rien comprendre. Et, et avant d'aller à New York, bah moi je vais au Japon. Je pars au Japon avec Tip et Zoher et B-Boy Laos. Je sais pas si tu le connais. Vous connaissez. Ouais, bien sûr. On part au Japon avec une amie qui s'appelle Nanase. Elle nous invite là-bas. Et c'est là que je vois les premiers house dancers japonais que je vois, toi. Et là, je vois le truc là, c'est super développé là-bas. Et elle nous amène dans un club. Et c'est là que je rencontre la première fois Khalif, Sailors, Mike Euphoria et Shades. Et tu sais, ils nous regardent, on se voit, mais ils sentent qu'on n'est pas américain, hein. Ils voient des Renois, ils font ils font là, prendre avec eux, et directement on dit ouais, quand la soirée commence, vas-y, on échange ensemble. Et on a échangé en fait. Mais à cette époque-là, j'étais hip-hop house, j'étais pas trop house, toi, mais je m'en intéressais. Et puis c'est là, je me suis dit, ouais, vas-y, on va s'y mettre. Et c'est après, je vais à New York après. Et à New York, pareil, je vais à New York en 2000, la première fois en 2000, avec Babson, Mich et Lucas. Et, d'ailleurs, c'est marrant parce que je regardais les photos la dernière fois, il y a encore les World Trade derrière nous et tout. Et on va au Vinyl en fait. On va à un club qui s'appelle le Shelter, le Vinyl. Et en fait, c'est un club qui a été détruit après qui est le 11 septembre. Le club, il a fermé en fait. Mais à la base, c'était le temple de la house. Je pense qu'on est les derniers Européens à avoir été là-bas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été là-bas. Et dans le club, tu pouvais voir des b-boys sur le côté, des house dancers, des danseurs hip-hop. Et la musique, ça jouait de 22h à midi, en fait. Wow. Ouais. Ouais, et c'est comme ça que quand j'ai commencé à comprendre la culture et tout ça. Et après, j'ai commencé à faire des allers-retours pour comprendre, pour étudier cette danse, en fait. Et est-ce que encore aujourd'hui, euh, c'est quelque chose pour toi qui est valable de dire que pour finir de comprendre, ou en tout cas pour compléter son expérience de la culture hip-hop, il faut aller à New York? Bah, pour moi, après ça, c'est pas moi. Tu peux pas dire que t'es un danseur hip-hop si t'as pas été à New York. Parce que même si t'aimes cette danse, cette culture, tout ça, il y a, il y a un spirit qu'il faut que tu comprennes parce que c'est né là-bas en fait. Les gens ils perçoivent pas la musique, ils reçoivent pas le son comme nous en fait.
Parce que moi, ce qui m'avait choqué, un exemple tout con, c'est que la première fois que je joue en club, à Paris, je suis un putain de danseur. J'arrive à New York, les gens, ils voient que je danse bien. Mais moi, autour de moi, je vois que quand on joue à Method Man, tout le monde chante Method. En France, quand on met des sons, les gens, ils chantent pas le son. Ils dansent sur le son. Mais quand tu vas là-bas, ils te le chantent, en fait. Et la vibration, elle est pas pareille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, grave. Donc, ils vivent différemment, en fait. Ils vivent différemment. Après, il faut que tu comprennes la culture, d'où ça vient, parce que en fait, si je me projette bien, moi je suis congolais, j'ai toujours dansé en fait. Mais quand tu joues à un Koffi Olomide, je chante les paroles, cette vibration n'est pas pareille. Bah, pour moi, un Américain, c'est pareil. Il va écouter James Brown, c'est son Koffi à lui. Il va le chanter, toi. Il va le vivre pas comme moi, parce que sa grand-mère chantait ça. Et, il y a une continuité, toi, parce qu'il a entendu ça à la radio depuis qu'il est tout petit. Nous, James Brown, on le découvre. Moi, je le découvre parce qu'il a chanté à République pour la fête de la musique. Il avait fait la pub pour Renault à Feel Good à l'époque. C'est comme ça que j'ai entendu James Brown. J'attends pas James Brown parce que mes parents ils écoutent du James Brown. Donc c'est déjà deux choses qui sont différentes. Mais pour moi, si tu te dis house dancer ou un danseur hip-hop ou même un b-boy, si tu donnes cours, tout ça, il faut que tu comprennes pourquoi ils ont dansé là-bas, pourquoi cette culture elle est là. Après, tu peux faire ta critique, autocritique, et tu dis bon voilà, j'ai plus besoin d'aller là-bas, j'ai vu ce que j'ai vu. Après, il y en a ils font tout le temps des allers-retours. Il y en a ils ont été une fois, ça leur a suffi. Après, c'est propre à chacun en fait. Et donc pour ceux qui ont envie de faire, pour les jeunes danseurs qui ont envie de faire leur pèlerinage, disons, aujourd'hui, est-ce que tu conseilles des lieux, des rues, des endroits particuliers où si on va faire cette recherche-là à New York, il faut aller? Mais en fait, ça change à chaque fois, c'est ça le problème de New York. C'est que chaque année, tous les 2 ans, les clubs, c'est plus les mêmes en fait. Euh, la vie coûte cher. Donc des fois, il y a un club qui est là, après le club il s'arrête, après ça reprend. C'est très rare d'avoir un club qui dure 10 ans à New York. Je peux donner des adresses, mais en fait, c'est toujours des personnes que tu peux rencontrer, voir. Après, c'est con, mais après, tu vas dans les écoles de danse comme Broadway Dance Center, SPDJ, ou bien. euh, euh, enfin, ça, c'est à New York, hein. Ouais, je parle. Après, il y a d'autres villes, parce que moi, j'ai pas fait que New York. J'ai fait, euh, j'ai fait Washington, j'ai fait Philadelphie, j'ai fait Houston, j'ai fait LA, j'ai bourlingué un peu partout là-bas, toi. Donc, le clubbing, là-bas, il est pas pareil en fait. Tu le vis autrement. Mais après, comme je dis, quand tu fais ta quête, quand tu regardes tous les jours, bah moi, j'ai pas cherché à comprendre. Moi, je regarde quand j'étais jeune, je vois une vidéo, il y a Link, je fais putain, il est chaud lui. Bah lui, il faut que je le vois. Bah, York, je fais tout pour le voir. Et c'est tout. Je le vois, et en plus, on se fidait. Il nous a mis une route, mais, mais moi, en tant que Français, quand je rentre, j'ai vu le level. Maintenant, je sais comment m'entraîner. Mais quand je reviens 3 ans plus tard, il me voit, il fait ah ouais, t'as progressé. Mais du coup, concrètement, ça se passe comment si tu vas à tu prends ton billet d'avion dans le but de chercher un mec dans New York? Tu as forcément tu forcément une stratégie pour le trouver, non? Non, mais tu rigoles, mais tu sais comment arriver la house dance ici? Non. C'est parce qu'il y a un mec qui s'appelle Idi et Hicham et d'autres, ils sont partis à New York et ils avaient juste le nom d'un danseur qui s'appelait Brian Green et Marjorie. Ils l'ont cherché le nom pendant une semaine dans la rue. Et le Wow. dernier jour, il court et il voit un japonais avec des locks. Il dit excuse-moi, si tu connais Brian Green, il lui dit il est en haut. S'il y a pas cette aventure-là, nous ici, on connaît pas les infos, hein. Incroyable. Donc, quand les gens ils me disent ouais, bah là-bas, on va voir. C'est pas que les gens. Si tu aimes la culture, si tu veux cette culture, tu veux aller là-bas, tu y vas et vois pas. J'ai parlé avec Solo, c'est un des premiers b-boys qui est ici. Quand il va à New York, mais il y va. Mais, il me dit, il part à l'aventure. Si tu veux vraiment progresser et connaître les choses, à un moment, il va falloir faire un sacrifice.
Toi, c'était déjà arrivé qu'il y a un jeune japonais ou un américain qui te suive dans la rue pour essayer de te trouver et qui vienne te voir pour que tu lui expliques des choses ou pas? Bah, moi, ici, ça m'est arrivé, il y a pas longtemps. Je prends le RER et il y a un jeune qui sort du RER, il me dit: «Hey, j'essaie de te contacter sur Instagram, mais je crois qu'on n'est pas amis, tu donnes cours où? Je veux absolument m'entraîner avec toi». Bah, ouais, moi, ça m'est arrivé. Comme moi, ça m'est arrivé de ce même truc engouement que je l'ai eu à New York, où je l'ai eu dans d'autres bleds. Parce que j'aime cette culture, j'aime cette danse, mais à un moment, je me suis dit, tu sais, tu t'entraînes dans un environnement, mais à un moment, tu es bloqué parce tu te manques des informations. Et ces informations, il y a que les anciens qui les ont. Pourquoi ils dansent ça? Sur quelle musique ils sont entraînés? Qui ont été influents pour eux? Parce que, regarde, dans une pyramide, moi, je suis dans un niveau où, moi, j'ai vu ces gens-là. Et je me suis construit de manière à que je me sois pas à côté d'eux, mais proche d'eux. Parce que je peux pas me mettre à côté d'eux parce que c'est eux qui l'ont fait, cette culture. Mais à un moment, donc quand tu crées ton identité, quand tu veux dépasser ça, à un moment, il va falloir que tu ailles les voir et que tu échanges et que tu danses avec eux pour qu'à un moment, ils disent: «Ah, là, tu danses pas comme nous, là, tu as ton truc». Il y a que qui pourront te valider ça, en fait. En fait, tu peux pas t'auto-valider, en fait. Il y a des gens qui vont valider et se faire valider par ceux qui ont fait cette culture, c'est la meilleure des choses, en fait. Si tu veux ça, après, il y a des gens, ils s'en foutent de ça, ils veulent juste danser, ils font de la maille, ils rentrent chez eux, ils s'en foutent d'avoir un nom ou pas. Mais moi, c'est pas le fait d'avoir un nom, c'est le fait de me dire, par exemple, moi, quand j'ai jugé Step et Game Up à New York, ou l'Audience Internationale, pour moi, c'était un truc de ouf, parce que je suis français qui juge là-bas, les carrés. Bah, ça, c'est une forme de reconnaissance qui a pas de prix, en fait. Parce que c'est le travail que tu as fait pour que les gens ils disent: «Ah voilà, lui on l'accepte parce qu'il a compris, il nous connaît en fait». Par rapport à la construction, d'une identité et si on bifurque un peu la conversation vraiment vers toi, comment tu as construit ton style justement? On est allé regarder dans des vieilles vidéos qu'on pouvait trouver de toi et notamment on est tombé sur une vidéo de danse de 2005 où tu es avec Deadson au battle de la cigale Ouais. pour une, pour une qualification peut-être et heu et moi ce qui m'a marqué par rapport au style qu'on te connaît plus récemment, c'est que tes mouvements étaient vachement plus amples et prenaient plus l'espace que maintenant ou aujourd'hui. De mon point de vue, donc moi je viens du breakdance, donc de mon point de vue de non-initié au hip-hop freestyle, à la house, etc. Mais je trouve que ta danse se caractérise par beaucoup de mouvements très internes et beaucoup de micro-mouvements. Et quel a été le cheminement pour que tu ailles de cette année en 2005 où tu as des mouvements qui sont plus amples, vers tout doucement aller vers une intériorité et une diminution du volume des mouvements? Bah ça c'est en fait ça s'est fait, en fait tu vois ce style que je danse en 2005, je peux encore danser comme ça. Si tu viens à mes cours, par exemple, moi je danse comme ça. Quand je danse, j'essaie de montrer aux élèves l'amplitude. Après, ce qui a déjà différent, c'est le son en fait, la musique. C'est-à-dire que, quand dans les années 90 quand on danse, fin 90, on est dans du loose. Tu sais, on exploite plus l'espace dans des rondeurs, dans du wall, tu vois. Et après, avec le temps, bah, comme d'habitude, avec le temps et les entraînements, bah, j'ai commencé à travailler plus mon style niveau, comment dire, astral, moins que physique. C'est plus physique, c'est ce que j'ai déjà. L'astral, c'est plus ma connexion musicale avec mon ressenti. Et je me suis dit, bah, je vais essayer plus me concentrer à sentir le son en fait, que de montrer des skills ou des phases en fait. Parce que en 2005, j'avais fait beaucoup d'allers-retours, j'avais fait beaucoup de voyages, beaucoup échangé avec beaucoup d'anciens, et je trouvais que leur danse ils mettaient moins d'énergie. Moi, je mettais beaucoup d'énergie dans plein de mouvements, mais eux, ils mettaient pas d'énergie comme ça. Tu sais, c'était plus.
il y avait plus de maturité. Il faisait un mouvement, mais le mouvement, il avait il y avait une raison pourquoi il faisait ce mouvement, musicalement et aussi par rapport au transfert de poids. Moi, des fois, dans le poids, j'allais trop loin en fait. Et je me suis dit, c'est vrai que ça fait bien, ça fait beau, ça fait joli, mais musicalement, c'est pas. c'est- il manquait un truc. Et j'ai commencé à travailler ça en fait. Et après, aujourd'hui, par exemple, je sais que je mets moins d'énergie, mais musicalement et dans la fréquence musicale, je suis correct. Plutôt que d'envoyer du son, envoyer toute ton énergie. De toute façon, les jeunes, quand ils dansent, quand ils commencent, c'est très explosif en fait. Les gens, ils aiment bien les gens explosifs, mais de d'année en année, quand ta danse commence à se construire, tu commences à être plus fin en fait, plus subtil. Et c'est plus dans ça que je me suis lancé en fait. Mais c'est bien d'avoir vu ça. Mais après, cette subtilité, elle peut aussi se retrouver dans des mouvements plus amples. Enfin, quand je regarde, par exemple, au Summer Dance cette année, quand je vois Kwame et tout ça, quand même, il a, avec ses grands membres, j'ai l'impression quand même qu'il va quand même plus loin, il va faire des choses moins internes, et il reste quand même subtil. Après, ça dépend comment tu définis la subtilité. Après, Kwame, ce que j'aime avec lui, c'est que c'est clair qu'il est ample. Mais si tu regardes vraiment bien, c'est pas ses mouvements amples, sa puissance. C'est plus ça. Il a une légèreté. Et il va pas chercher à envoyer pour envoyer, en fait. Quand il envoie, bah, pour moi, par exemple, au Summer Dance, quand il est dans son final, à un moment, il envoie parce que c'est dans le contexte du club. Mais si tu danses vraiment avec Kwame, c'est pas quelqu'un qui est dans ça. Même parce que déjà, il a un corps. Il faut se dire la vérité. Lui, il va dans des directions que peu de personnes sur cette terre peuvent le faire, toi. Mais si tu danses vraiment avec lui, tu verras que c'est fin, en fait. De toute façon, regarde, je vais te donner un exemple. Toi, t'es un b-boy. Tu vois Kamel Boogie-Brad, comment il danse? Ouais. Bah, des fois, il y a des b-boys qui disent, ouais, Kamel, on dirait un ouf. Moi, j'aime pas. Mais quand tu regardes vraiment musicalement, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est le seul b-boy sur Terre qui a arrêté une boîte pendant 1 heure. Il y avait tous les danseurs du monde, hein. C'est-à-dire que dans le cercle, il y a Ijo, il y a moi, il y a Capé, il y a David Colas, il y a V'là le monde. Lui, il rentre dans le cercle, il a dansé pendant 1 heure, aucune de ces personnes n'est rentrée. 1 heure, vraiment, Une il a heure, je dansé te pendant jure, 1 heure, je rigole même pas. 1 heure. 1 heure. respect. Il est rentré en top rock, après il est rentré en break, et on te dit on aurait dit qu'il connaissait tous les sons par cœur. Voilà. Pour moi, c'est l'exemple. Pour moi, quand je vois des gens qui m'ont inspiré musicalement, bah, lui, je le mets direct. Lui, je le mets direct. Parce que tout mouvement qu'il fait, ça a une signification. Il fait pas un mouvement pour faire un mouvement, en fait. Hmm. J'ai envie de poser une question qui va paraître très naïve, voire un peu cliché, tu vois, mais peut-être que tu vas comprendre là où je veux en venir par rapport à trouver son style et développer son style. Carrément, j'ai honte de comment elle est formulée la question tellement elle fait bateau. Mais est-ce que, en ce qui te concerne, euh, tu penses que c'est ton style de danse qui t'a choisi ou c'est toi qui as choisi ton style de danse? Et quand tu parles de style, tu parles de quoi précisément? Je parle pas de la catégorie genre house, hip-hop et tout, je parle vraiment de l'identité que tu t'es construite dans le mouvement. Est-ce que tu as l'impression que c'est ta manière de bouger qui t'a choisi ou est-ce que c'est toi qui consciemment a étudié certaines choses et qui t'es mis à choisir des éléments en te disant c'est ça que j'ai envie de construire comme identité? En fait, on a deux périodes. On a la période où c'est c'est toi qui as choisi de danser comme ça. Et après, tu as l'autre période où tu dis non. Non, excuse-moi, je reprends. Tu as la première période où c'est la première question que tu m'as dit, où c'est ça? Est-ce que T'es embrouillé. tu m'as embrouillé? Là, t'as la première période où tu te laisses faire peut-être par les tendances et par ce qui doit se faire, peut-être c'est ça que tu veux dire, et que dans une deuxième période, c'est toi qui vas tout doucement prendre Exactement. des Voilà, décisions et exactement. faire des choix. Parce que
dans ta construction de danseur, euh, tu vois quelqu'un et tu te dis, oh putain, j'aime bien comme il danse, ou j'aime bien, ou ta famille, ou tes cousins, ou tu vois un spectacle et tu te dis, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais quand tu dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu rentres dans un truc, euh, tu sais pas en fait. Tu sais pas ce que tu vas faire. Tu rentres dans un truc de mimétisme. Tu essaies de faire ce que tu vois. Au moment où tu fais ce que tu vois, tu repars dans les bases, tu essaies d'apprendre, tu essaies de comprendre ces danses. C'est là que tu dis, bah, il faut que je trouve mon environnement pour m'entraîner. Tu cherches des gens qui dansent ce style pour apprendre, ou bien tu prends des cours pour apprendre ça. Puis tu as un moment où tu commences à voir que tu danses comme ton prof, ou tu danses comme les gens qui sont autour de toi. Tu n'as pas vraiment ton identité puisque tu te construis. Après, tu as le deuxième stade où tu te dis, oh, maintenant il va falloir que je fasse mon style à moi. Mais comment faire? Et c'est là, ça dure longtemps. Il y a des gens, ça met très longtemps. Et c'est là que tu commences à voir des gens qui sont un peu plus forts. Tu changes de salle, forcément. Parce que tu dis, si je danse avec les mêmes personnes et je fais que de la choré, je vais pas progresser. Là, tu vas voir des gens qui ont un niveau. Et là, tu commences à t'entraîner avec eux. Mais ils te disent, quand ils dansent, ah, refais pas ce que je fais. Fais ton truc. Maintenant, il faut que tu te construises. Et là, tu construis ton identité. Et quand tu construis ton identité, après, tu commences à avoir une certaine maturité où là, tu commences à prendre confiance. C'est-à-dire, partout où tu vas, tu crées du bonheur aux gens. Parce que tu as compris que quand tu danses, les gens, ils kiffent. C'est là que tu prends confiance. Tu commences à avoir un charisme. Et c'est là, maintenant, quelqu'un un jour vient te voir et te fait, hey, j'aimerais bien que tu m'apprennes ça. Et tu lui montres. Maintenant, tu commences à lui montrer ce que toi, tu as appris durant toutes ces années. Et c'est là que tu crées ton courant. Quand tu crées ton courant, c'est là que tu crées ton style. Avant, tu peux pas créer le courant puisque tu recopies ce que tout le monde fait. Au moment où tu commences à créer ton courant et que tout le monde commence à se construire, ou que tu commences à devenir une référence dans cette discipline, c'est là le courant il part. Et quand le courant, bah, la finalité du courant, c'est que ça devienne une fondation, une base qui rentre dans le style. Et il n'y a pas plus reconnaissant que ça, en fait. Hmm. Toi, ça a mis longtemps à créer ton courant ou pas? Bah, moi, ça a mis longtemps parce que il y a des gens, quand ils lançaient, ils comprenaient pas ce que je faisais. Ou il y avait rien, il y avait pas de mouvement entertainment, comme je dis, il y avait pas de mouvement de souplesse, de trucs. Moi, quand je danse, c'est très, très dans le son, en fait. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient l'état d'esprit que j'ai, en fait. Et petit à petit, quand j'ai commencé à gagner des battles, bah là, forcément, les premières vidéos que voient les jeunes, c'est les battles. Bah, automatiquement, ils se disent, bah, moi, j'ai envie de danser comme ça, ou je vais aller dans cette direction. Et c'est là où on te pose des questions. Et après, tu commences à être une référence, et voilà. C'est là où on t'appelle pour donner des stages, tout ça, en fait. Mais ouais, ça a pris du temps. Moi, ça a pris du temps. Mais de toute façon, regarde, avant qu'on commence à faire des battles, nous, on faisait des défis. Et je crois que le premier battle qu'on fait en break, nous, c'est en 99, à Bercy. Après, on fait XXL Performance. Et en hip-hop, le premier battle que je fais, c'est. Je crois même que c'est juste debout, 2003. Donc, déjà, avant, on dansait depuis longtemps, toi. On s'est pas fait comme ça, toi. Du coup, je vais sur le sujet de la musicalité parce que c'est très lié à ton style. Il y a une vidéo qui, personnellement, m'a beaucoup inspiré, que je recommande à des gens qui sont en recherche artistique générale dans leur danse, qui est sortie il y a 8 ans sur le thème de la musicalité. C'est une vidéo en noir et blanc où on te pose différentes questions sur la musicalité, qui est sous-titrée en anglais d'ailleurs. Et à un moment donné, on te pose la question, la personne te demande de définir ce que c'est que la musicalité. Et tu réponds d'une manière un peu intrigante en disant que pour toi, c'est impossible de vraiment définir ce que c'est parce que c'est trop différent en fonction de qui on est, de notre histoire, c'est trop interne, c'est trop intime, c'est trop vaste. C'est pas possible de théoriser vraiment ce que c'est que la musicalité. Si je te pose la même question aujourd'hui, est-ce que tu me donnerais la même réponse? Euh, Bah, tu vois, toi, cette interview-là, le mec, il m'a pris de. Tu sais, il me disait, vas-y, viens, on fait une interview. Et moi, je disais toujours non. Parce qu'il disait,
Parce qu'à chaque fois que je dansais à l'époque au Summer, il venait me voir, il fait ouais, comment t'écoutes la musique. J'aimerais comprendre. Et tout le temps, il voulait me filmer. Je dis non, non. Et un jour, je finis d'un stage et c'est là il m'a appris en fait. Et c'est Baba qui m'a dit vas-y, explique-lui comme tu vois, tranquille. Et j'ai commencé à l'expliquer parce que je lui dis la manière dont j'explique, peut-être tu comprendras pas toi. Mais la vidéo elle a fait le buzz au sens où il y a plein de gens ça a ouvert des portes en fait. Aujourd'hui, si je regarde ce que j'ai dit dans cette vidéo, euh, je pense à peu près la même, hein, au sens où on, on a tous des émotions différentes. Et c'est là que je vais partir loin. Je vais donner un exemple. C'est quoi ton son préféré? Waouh, comment c'est le piège quand on me pose cette question? Réponds pour moi. Réponds Vas-y, pour moi, moi je vas-y. réponds un pur son. Mort afro de Melana. Ok. Eh bah, moi, ce son, il me porte pas. Toi, ce son, il te porte. Donc maintenant, imagine, on est en battle. On met ce son. Toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras des frissons. Moi, je vais essayer de rentrer dans. Musicalement, j'essaie de prendre les accents. Mais ce sera pas plus profond que toi, en fait. Moi, il y a des sons que j'écoute. Bah, ça se trouve, toi, tu vas pas aimer ces sons. Donc, c'est. Et il y a des couleurs de sons ou que tu vas écouter. Tu vas te dire, ah ouais, moi, ça me touche. Il y a des couleurs de sons qui vont me toucher. Moi, ça va pas me toucher. Je donne l'exemple en house. Moi, j'écoute du broken beat, jazz. Moi, je deviens ouf. Il y en a, ils aiment pas cette chanson. Il y en a, ils aiment pas ça. Par contre, il y en a, tu vas leur dire, moi, tu me mets un son afro. Moi, je vais dire, ouais, j'aime, ça va. Mais ça va pas m'aller. C'est pour ça que je dis musical. Là, dans le niveau de la musicalité, si on va vraiment à la profondeur, il y a des musiques qui me toucheront moins. Mais, par contre, en tant que danseur, j'ai étudié comment trans, euh, translate la musique physiquement. C'est-à-dire, j'écoute un son, et ben, je peux te décortiquer n'importe quel son aujourd'hui. Parce que je me suis entraîné à faire ça. Et, est-ce que ça, c'est la musicalité en fait? Je pose la question. Bah, en tout cas, c'est la définition la plus commune. C'est vrai que souvent on dit la musicalité, c'est prendre un son, une partie du son, un instrument, un bout d'instrument et le rendre visible sur une partie de ton corps. Exactement. Mais ça va plus loin que ça en fait. C'est pas que ça. Puisque après, il y a l'émotion. C'est pour ça que je dis, il y a ces deux parties, ces deux parties qu'il faut faire super attention. Tu peux écouter un son et jouer avec. Les gens vont te regarder, ils vont ah, j'ai compris ce que tu as écrit. Mais il y a l'autre côté après. Est-ce que tu es suffisamment ouvert émotionnellement pour que toute, toute personne, même une personne qui n'est pas danseur, te regarde et cette émotion-là aussi? Du coup, si on dit que la musicalité, c'est ta deuxième définition, on n'est pas destiné à pouvoir être musical à n'importe quel moment et sur n'importe quel son et à tous les battles, quoi. C'est clair. Aujourd'hui, comment dire, l'optic rhythm, la musicalité qu'on voit avec le corps, c'est la base du hip-hop maintenant aujourd'hui. Les jeunes, ils se disent, bah, il faut que je prenne les accents avec les mains, avec n'importe quoi, pour que les gens ils voient tout accent. Mais en fait, c'est plus profond que ça, en fait. C'est beaucoup plus profond que ça. Et du coup, j'ai une question. Attends, pourquoi je dis ça, c'est beaucoup plus profond? Parce que je prends un exemple d'un enfant qui habite en Angola. Et tu lui mets un son hip-hop. Il va faire quelque chose avec. Tu vas le sentir. Il n'a pas les bases, mais tu vas le voir danser dessus. Vrai ou faux? Ça t'arrive, ça? Les mecs du bled, là. C'est pas des mecs qui ont des grosses techniques. Mais quand ils dansent sur un son, tu le sens. Hmm. Et donc, est-ce que on peut développer sa capacité à avoir des frissons sur tous les sons? Et je vais être honnête, comme je le dis à tous mes élèves, il y a des gens, au bout de 5 ans, vont y arriver. Au bout de 10 ans, il y en a, ils vont y arriver. Il y en a, ils vont jamais y arriver. Mais il faut l'accepter, en fait. Et toi, tu fais partie de quelle catégorie? Parce que ce que tu dis, ça dépasse la danse, ça. C'est comme un danseur étoile. Il n'y a pas 1000 danseurs étoiles. Hmm. Il y a pas 1000 personnes qui ont l'oreille absolue. Mais donc,
On se fait l'oreille en écoutant de la musique depuis petit, et donc ça appartient à notre histoire, et voire même à l'histoire de notre famille, de notre pays, de là où on a grandi. Dans une interview, toi, tu t'expliquais que tu avais grandi dans un milieu musical où tu avais des cousins, une famille qui cultivait ton oreille des petits. Il y a des gens qui ont grandi dans le silence ou avec une culture musicale pauvre. Euh, Ces gens-là qui ont grandi dans un manque de culture musicale et qui vont peut-être avoir plus de mal à frissonner, Hum. tu leur conseillerais de peut-être pas trop essayer finalement. Non, je leur dis pas de pas trop essayer, mais que rien n'est impossible. En vérité, possible. Tu peux, parce qu'on est tous différents. Ouais, on cicatrise tous d'une manière différente. Mais c'est vrai, je peux te mettre une patate, tu saignes du nez, et l'autre, je mets la même patate, il saigne pas du nez. Donc, non, mais c'est la vérité. La métaphore. Mais c'est vrai. Pour moi, c'est pas quantifiable, ça. Tu peux pas dire, lui, il va apprendre plus vite que l'autre. Non, tu sais pas, en fait. Regarde, on a Johnny Clegg. Non, mais les gens ils rigolent, mais Johnny Clegg, regarde, il a appris la culture zoulou, il chantait mieux que des zoulous. Pourtant, il y en a, ils sont nés dedans. Pour moi, c'est même pas une question de couleur ou de truc, c'est qu'il y en a, ils vont apprendre plus vite que d'autres et il faut l'accepter. Mais par contre, moi, ce que je sais, c'est que quand tu es pressé de l'avoir, tu l'auras jamais comme tu veux. C'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui courent après ça, qui disent ouais, je vais apprendre ça, je vais apprendre ça. Mais c'est tellement personnel et ça va tellement loin que il y a des trucs, non, tu peux pas apprendre ça comme ça. Il y en a, par contre, moi j'ai vu, hein, j'aurais expliqué en deux, trois phrases, et ils m'ont fait des trucs, j'ai fait ah ouais, j'ai des déclics en fait. Donc je donne des cours basés sur ça, mais je regarde dans mes cours, hein, c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué dans le sens mauvais, c'est compliqué au sens où faut accepter. Et de toute façon, comme tu as dit, quelqu'un qui a toute sa vie écouté une musique lisse et maintenant qui veut se mettre dedans, bah, je lui dirais que d'avance, si tu as grandi dans un milieu qui est pas forcément la même musique, peut-être oui, tu auras plus de mal. Mais ça veut rien dire. Parce que moi, j'ai vu des gens qui arrivaient de ce milieu-là, à la fin, ils y arrivaient très bien. Hmm. Toi, en écoutant l'interview dont parlait Noé tout à l'heure, j'ai l'impression que tu as traîné quand même avec pas mal de DJ et qui t'ont quand même beaucoup apporté au niveau de la compréhension des sons, au niveau de la musicalité et tout ça. Est-ce que tu dirais que ça peut être un des outils pour essayer de rentrer dans le son? Essayer de réussir un jour à rentrer dans le son ou pas? Bah, euh, en fait, c'est pas le fait des DJ, c'est le fait de tout danseur a toujours une bonne playlist. Les bons danseurs, les très bons danseurs, ils écoutent tous du bon son. Ils ont tous une spécialité. Tu leur dis, ouais, tu connais ça, et puis tu as toujours des échanges. Et puis tu verras toujours, moi je vois entre anciens, tout ça, quand on se voit, on parle beaucoup plus de musique et de son. Ah, tu connais cet album, ah, tu connais ce son-là. Et dès qu'il fait écouter, il fait, oh ouais, pas mal. Tu sais, pour moi, les bons danseurs, ils écoutent de la bonne musique. Donc c'est pas forcément un bon danseur, il peut devenir un bon DJ. Être DJ, c'est différent. DJ, tu dois regarder les gens. Tu dois faire danser les gens. Tu dois faire groover les gens. C'est-à-dire dans une salle, tu regardes les gens à gauche, à droite, il faut que les gens de gauche et de droite, ils dansent de la même manière. C'est-à-dire que si je mets un son et à gauche ça danse pas, ça veut dire qu'il faut que je trouve le son qui fasse danser tout le monde. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Après, au niveau de la danse, on va toujours dire ouais, les DJ qui dansent, ils ont de la félicité, mais ça veut rien dire. Moi, les DJ à qui j'ai appris, c'est pas des danseurs, mais ils faisaient danser toute la salle. Euh, C'est pour ça que je dis, on peut pas faire une généralité puisque c'est pas vrai en fait. Parce qu'il y a des DJ, ils mettent du son de ouf, mais comment c'est des mauvais danseurs. Tu le vois direct, hein. Tu vois- Du coup, pour toi, le DJ, il a un rôle dans la musicalité du danseur, Il a un rôle, ça dépend. Parce que là, tu dis un rôle dans quoi? Dans une soirée ou dans un battle? dans un battle. Voilà, c'est pour ça qu'on arrive là, c'est un point intéressant. Dans un battle, on a la responsabilité
de réveiller le danseur à la fraction de seconde. Dès que tu mets le son, poum, il faut que le danseur il se dise ok, ça, ça le stimule d'une manière qu'il fasse oh, vas-y, ça, oh, je kiffe ce son. Et ben c'est super dur parce que il faut que tu aies une présélection, ils sont 100 personnes. Dans cette présélection, tu vas jouer pour 100 personnes, mais il faut que tu fasses plaisir à 100 personnes. Est-ce que c'est possible? Non. Mais tu peux au moins faire plaisir au moins à 80%. Parce que je sais qu'à 20%, ils seront pas dedans et ils vont dire ah c'est ma faute. Mais c'est parce qu'il est pas dedans. Pour moi, tout ça c'est un équilibre entre le danseur qui doit être concentré, qui ne doit pas penser que la musique elle vient comme ça et je vais faire quelque chose parce que c'est pas ça du tout. Il faut qu'il soit concentré et il soit mis en mode. Et aussi le rôle du DJ où il doit jouer un son en se disant je dois lui mettre dans les meilleures conditions parce que moi j'ai choisi ce son là parce que je sais que sur ce son là tu peux danser comme ça. Ou dans ce son là je sais que il y a suffisamment de basses ou de mélodies qui peuvent t'entraîner, te faire sortir de ta zone de confort en fait et te faire entrer directement dans ce qu'on appelle le flow, dans ce truc où tu dis, voilà, ça va m'amener à ça en fait. Pas la transe, parce que la transe, tu sais pas ce que tu fais. Il y en a, ils aiment bien dire ça, ouais, quand je danse, je suis en transe. Va là-bas, dans un battle, t'es pas en transe, arrête tes conneries. Sinon, faut quand même que tu restes sur terre en fait. Reste, et voilà, faut que tu restes dans le flow, au sens où, moi, mon rôle, c'est de t'amener à ça en fait. De t'amener à ça. Mais après, aujourd'hui, il y a plein de DJ qui se sont improvisés dans les battles. Eux, ils pensent que c'est jouer de la musique. Alors que c'est pas ça du tout, en fait, hein. Parce que nous, les danseurs, on est trop exigeants. On écoute un son, aujourd'hui, l'année d'après, je te remets le même son, tu vas pas être content. Tu vas faire non, non, ça c'est le son l'année dernière. Ça va mettre dans les mêmes sensations que l'année dernière. Hmm. D'ailleurs, tu viens de me faire penser, je viens d'avoir un flash là. Tu m'as fait découvrir un son, enfin, j'ai vu la vidéo, mais c'était il y a un an au Summer Dance quand il y avait eu Alex the Cage contre Majid. À un moment donné, tu as mis un son que j'ai jamais réécouté ailleurs, avec une trompette qui fait. À Watermelon. Waouh, Et avec un gros break derrière. incroyable. Oh Ouais, là là. ce son-là. Ah, Watermelon, aïe aïe aïe. Les gens me demandent, hein, tu l'as eu moi celui-là? Je dis, ah. Bah, toi, là, c'est un pote à moi qui l'a fait, il s'appelle Guyver. Et je lui avais demandé, bah, même pas, il m'avait donné des sons. Et ce son-là, je l'avais dans ma playlist, mais je l'ai jamais joué. Parce que ce son-là, ça fait 10 ans que je l'ai au moins. Au moins. Ça fait 10 ans. Celui-là, Ouais, Voilà. ah là 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 là. Bon, je te l'enverrai. Parce que Ah Incroyable. là là, oh, là, je te pépite. l'enverrai, je te l'enverrai. Le Watermelon. Ah ouais, ça c'est tombé. Fatigue. La bebotte, c'est normal, tu l'as entendu, t'as craqué. Eh ouais. C'est marrant parce que je l'ai joué dans un battle et Gunu Gaga, j'ai oublié son Nobunaga. Nobunaga, il m'a dit donne-le-moi, j'ai joué pour BC One. Je me tiens, prends. Mais normal, c'est un son de finale, c'est un son légendaire. Ouais, oui, tiens, prends, va jouer. Après, je lui ai dit, pardon, crédite mon pote Guyver, d'ailleurs dédicace à lui, parce que c'est un putain de son ça. Hmm. Quand on parle du flow et d'entrer dans cet état et de toutes les choses qu'on décide pas finalement, ça revient à dire qu'il faut espérer d'être touché par ce qu'on peut appeler la grâce, où il y a plein de mots qu'on met dessus. Euh, Est-ce que quand on va aussi profond dans ces notions et ces ressentis-là, euh, enfin, là où je vais en fait, c'est je veux te demander, est-ce que tu es mystique comme gars? Le mysticisme, c'est une qualité que tu fais grandir dans ta danse. C'est-à-dire que tous les bons danseurs ont de ce mysticisme. Parce qu'ils ont confiance en eux et, euh, et ils savent que
je vais aller loin, hein. C'est que quand tu rentres dans ce mysticisme, c'est que t'es en équilibre avec ton passé, ton présent et ton futur. C'est-à-dire que ton passé, c'est tous tes entraînements, toutes les bases, toutes les techniques que tu as travaillées, là, toutes les musiques que tu as eues, que maintenant, quand tu écoutes un son sur le présent, tu dois prendre ce que tu as eu dans le passé sur le présent, mais le son, il arrive, et tu dois anticiper le futur. C'est ça, et le mystique, il est entre le présent et le futur. Ce côté instinctif, où tu te dis, oh, je peux choisir ça, je peux choisir ça. Et c'est compliqué, en fait. Et le mysticisme, quand je dis, donne du plaisir aux yeux des gens. Et pour ça, c'est le mystique. Parce que les gens que tu regardes danser, soit ils sont bloqués, ou soit ils sourient. Ils font oh, comme il fait. Mais tous les bons danseurs l'ont, ça. Tous ils l'ont. Ou tu ou tu l'as un moment, tu l'as 10 secondes, ou tu l'as une minute, ou tu arrives à le tenir 10 minutes. En fait, l'entraînement aujourd'hui de tout danseur qui ont un level, c'est de rester le plus longtemps dans ce mysticisme. Hmm. C'est être un surfeur en quelque sorte. Ouais, tu dois surfer son truc. Il y en a, ils surfent 1 heure. Il y en a, ils surfent 10 minutes. Il y en a, ils surfent 5 minutes. Il y en a, ils surfent 1 minute. Ça dépend. Et c'est quand, toi, la dernière fois que tu as sorti la planche de surf? Oh, moi, je suis sur la planche de surf à chaque fois que je danse. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à l'ouvrir. Aujourd'hui, j'arrive à l'ouvrir. Mais parce que je me suis. Parce que mon entraînement aujourd'hui a été conditionné à me concentrer sur ce surf. Je suis pas concentré sur l'état physique. L'état où, vas-y, je fais des mouvements pour faire du mouvement. Non, maintenant, je suis concentré sur combien de temps je peux rester sur ce flow. Sur tout son, en fait. J'imagine que la première fois que tu as dû ouvrir cette planche de surf, ça devait être assez incroyable. Et après que tu as dû essayer de la réouvrir. De quoi? Et ça marchait pas. Ça marchait pas. Mais du coup, maintenant que tu arrives à l'ouvrir à chaque fois, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un contexte en particulier, qu'il faut que tu fasses des trucs avant le battle, j'en sais rien, avant que tu danses pour pouvoir jeter la planche de surf à l'eau? Pour moi, le très bon exemple que je donne, c'est. Tu te rappelles le film Inception? Ouais. Pour qu'ils sortent du rêve, ils ont tous un objet différent. Toi, du coup, c'est quoi ton objet? Hein? C'est quoi ton objet? Bah moi, tu sais, en fait, je peux pas définir ce que je fais, mais ce que je sais, c'est que c'est souvent la même routine. Quand je danse, quand je rentre dans ce flow, eh bah, j'ai mes avant-bras qui sont très légers, je sens mes épaules qui sont bien, et je sens que mes appuis sont bien. Quand je sens que mes doigts de pied, mes avant-bras, mes épaules, ils sont bien, je sens et que j'ai transpiré, parce que je peux pas rentrer dans un flow. Je peux rentrer dans un flow à froid, par exemple dans une présélection, je peux rentrer les 20 dernières secondes. Mais les premières secondes, en fait, il faut que tu comprennes. Allez, je vais balancer des petits secrets là. Ah. Faut que tu comprennes. Quand tu fais une présélection, les 15 premières secondes que tu fais, c'est chorégraphié. C'est-à-dire que c'est des steps qui tournent dans ta tête parce que le son, tu le connais pas. Les 15 secondes qui arrivent après, tu rentres dans le son. Tu commences à comprendre le son. Là, tu essayes de varier. Tu commences à varier. Les dernières secondes qui arrivent, c'est que les steps que tu as eu au début, elles sont en variation. Et la compréhension que tu as eue après, elle est fusionnée. Donc là, tu pars. Le plus dur, en fait, c'est de partir et de se dire, il faut qu'à chaque mouvement, il se passe quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des danseurs, quand ils dansent bien, ils font crier tous les 8 ou tous les 16. Il y a des danseurs, quand ils dansent, tous les 3 secondes, il se passe quelque chose. Il y a des danseurs, quand ils dansent, toutes les secondes, il se passe quelque chose. C'est parce qu'il y en a, ils sont concentrés sur ça, en fait. Et c'est ça qui est super dur. C'est pour ça que je dis à chaque fois, pour moi, le freestyle, il n'existe pas vraiment en vérité. Parce que tu n'es pas vraiment libre. Parce que tu dois être concentré sur ce que tu fais, sur ce que la musique arrive, sur ce que tu vois, les gens. Et à un moment, il faut que tu partes et que tu te dises, OK, maintenant, il faut que j'envoie quelque chose. Mais tu n'es pas vraiment libre, en fait.
c'est un état d'esprit, parce que si tu pars trop dans le free, je sais pas si ce que je ferais c'est de la house ou du hip-hop. C'est quelque chose. Hmm. Vous comprenez? Ouais, ouais. Ouais, on comprend. Juste, on laisse planer un petit silence après ta phrase parce qu'on digère, tu vois. Non, mais j'essaie. Mais c'est pour ça que je dis, Ouais, ouais, ouais. c'est deep ce que je viens de dire, mais regarde, maintenant, refais l'état des lieux de certaines présélections que tu fais, si vous dansez. Regarde, quand tu commences à danser, si t'es un b-boy, tu fais top rock. Le top rock, c'est un et 2 3 et 4 tu te poses sur le son tranquille, mais tu vas pas directement faire des accents, partir dans tous les sens. C'est après, dès que tu vas au go down et que tu pars, c'est là que ça commence. Hmm. Du coup, on arrive bientôt à la fin de la conversation, hein, juste pour te dire où on en est. On va approcher des dernières questions. Par rapport à la musicalité, si on part du constat, du coup, qu'il n'y a pas de manière précise d'écouter ou de vivre la musique, qu'il n'y a pas une manière forcément plus juste qu'une autre, parce que ça dépend de trop de facteurs qui sont pas juste concrets, du style bouger son petit doigt sur la trompette, mais que c'est plus complexe que ça. Alors, comment est-ce qu'on juge la musicalité? Comment juger la musicalité? Wesh. Déjà, tu juges pas la musicalité. Tu, tu vas juger une personne sur son moment. On juge quelqu'un son moment dans une compétition. Mais juger sa musicalité, non. Je pense que chacun émotionnellement, chacun écoute la musique comme il veut, en fait. C'est si tu rentres. Moi, je dis ça à mes élèves. Mais non, quand je suis dans mon cours, je t'explique musicalement ce que tu peux faire. Maintenant, quand tu es dehors, tu fais ce que tu veux. Mais maintenant, c'est à toi de faire comprendre ta musicalité aux gens. Maintenant, si tu veux juger la musicalité de quelqu'un, euh, t'es qui pour dire que ce qu'il écoute, c'est pas comme ça, en fait. Parce que si je vais aller loin, on dit souvent à des gens, ouais, toi, t'es offbeat, t'es pas dans la musique. Mais c'est parce qu'il n'a pas la même relation musicale que toi. Euh, Après, si on est dans une compétition où on t'exige d'avoir un certain niveau musical et tout ça, nanana, comme le summer dance et tout ça, j'irais ouais. Mais juger la musicalité, non, moi je juge pas la musicalité des gens, puisqu'on est tous différents. Par contre, euh, si tu es un danseur pro à un certain niveau, tu dois me montrer ce que tu arrives à écouter, ce que tu arrives à sentir, parce que c'est notre taf, c'est notre job en fait. C'est notre travail. Travail. Notre taf à nous, c'est donner du plaisir aux gens et que les gens ils voient la musique sur toi. Il faut se dire la vérité. La danse, c'est quoi? Danser, c'est quoi? Il y a de la musique, tu danses, les gens, ils te regardent, ils font ah, ils applaudissent, ils font ah ouais, mortel. Mais c'est triste, mais c'est ça en fait, toi. C'est ça. Après, nous, les danseurs, on est dans un monde, on croit tellement que. Mais en fait, on n'est pas beaucoup de gens à penser comme ça. Très bien. Écoute, j'aurais adoré qu'on parle de la Hawks Method et tout parce on est férus de pédagogie sur ce podcast, mais on arrive à la fin et je suis bien content qu'on ait parlé à ce point-là de musicalité. Donc, pour tous ceux qui... Notre podcast, c'est juste 1 heure. Ça dépend, ça peut dépasser. Là, on en est à 1 heure 4 minutes, tu vois. T'as de la chance, parce que moi, à 1 heure, demain, je me pars, mais là, je suis là. Donc, si tu veux qu'on continue, on peut continuer. Si tu vas arrêter, t'arrêtes là. Ah, nous Ah. chauffe pas. Non, mais c'est vrai. Quand je suis là, quand je me barre, pas de problème. Ok, puisque c'est si gentiment proposé, je vais te poser quelques questions sur la Hawks Method parce que quand même. Pour que les gens qui ne connaissent pas soient un minimum au courant, la Hawks Method, et tu me corriges si je dis une bêtise, c'est un système de notation que tu as créé, mais un système de notation dans le but d'aider les danseurs à... Évaluation. Ouais, voilà, d'évaluation, pardon. Dans le but d'aider les danseurs à s'élever et à progresser pour eux-mêmes, et pas dans le but de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Mhm. La première question, c'est à quel besoin tu souhaitais répondre en créant cette méthode? Qu'est-ce qui te manquait dans ce que tu voyais dans la culture hip-hop pour que tu en viennes
à créer la Hawk Method? En fait, euh, avant je créais Ox Method, bah, j'ai donné des stages, j'ai créé un camp qui s'appelait Boudens Camp. Euh, je donnais des cours en formation comme le Juste Debout, d'autres formations. Et l'état des lieux, il s'est fait plus- plusieurs fois, mais un jour précisément, j'étais dans un camp et en fait, un élève, il vient me voir. Il me fait, ouais, tu m'as vu freestyler à la fin là? J'ai dit, ouais, 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 qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui me manque en fait? Moi, je lui dis, bah, oui, tu travailles ça, tranquille et tout. Il dit, oh, merci et tout. Donc, je laisse, je recroise, je marche dans le couloir, et là, je vois, il parle à un autre prof. Il dit, ouais, tu m'as vu danser et tout. La même question. Donc, je l'entends. Donc, je me dis, lui, s'en ouf, il pose les mêmes questions à tout le monde. Donc, oui, il pose la question à le prof. Le prof, il dit, ouais, je pense qu'il te manque de la technique et tout. Nanana. Et il manque ça. Donc, je dis, ok. Mais comme là, moi, l'élève, je le connais. Donc, dans ma perception, je vois ce qui lui manque. Mais le prof, quand lui dit, il manque ça, moi, je dis, ok. Donc, l'élève part. Donc, je parle avec le prof. Je lui dis, tu l'as vu, lui, danser? Ouais, qu'est-ce qui lui manque? Après, il me dit, ouais, il me manque de la technique, tout ça. Et j'essaie de parler avec lui, mais je vois que quand il parle, ça veut rien dire, en fait, le prof. Ça part dans tous les sens. Et là, je me rends compte que moi, j'ai une meilleure conscience que lui du corps et de ce que je dis, sans le juger, toi. Donc, je me dis, ok. Donc là, je vais voir un autre prof. Et je lui dis, va le voir, ce mec-là, demande-lui qu'est-ce qui lui manque, regarde-le danser. Il danse, et l'autre prof, quand il explique, je vois qu'il est à peu près comme moi. On dit à peu près les mêmes choses, mais pas avec les mêmes phrases. Et je dis, ah ouais. En fait, dans le game, là, il y a des gens, ils prennent des cours tous les jours, ils demandent des feedbacks à des profs, et il y a des profs qui disent n'importe quoi, et il y a des profs qui disent des trucs bien. Et je commence à me dire, en fait, c'est normal. On est tellement de plus en plus de danseurs il y a des danseurs qui n'ont pas la même conscience que des danseurs qui sont plus anciens. C'est normal. Il y a des danseurs qui donnent cours après avoir gagné un battle aujourd'hui. Mais sans juger, j'ai parlé à des danseurs qui venaient de commencer à donner des cours. Ils sont bons. Ils ont une bonne, ils ont un bon état d'esprit. Après, je parle aussi avec des anciens qui, eux, sont restés congelés et disent n'importe quoi. Je commence à dire, bon, il faut équilibrer en fait. Et c'est là que je me suis intéressé à trouver un système où on pourrait en même temps aider l'élève et en même temps target les profs. Parce que Ox Méthode, c'est deux trucs. C'est parce que ceux qui l'ont fait, ils savent qu'il y a la partie pour les élèves, mais ils savent pas que dans le lobby, je parle aux profs. Et quand je parle aux profs, à chaque fois, on voit le prof qui dit n'importe quoi ou qui est trop sur l'élève ou il n'arrive pas à se remettre en question. Donc il y a deux parties en fait. Donc je me suis dit, c'est intéressant de faire ça. Et c'est pour ça qu'après, je me suis dit, bah, je vais essayer de partir sur la base de construire le danseur parfait, qui n'existe pas. Et je suis parti sur une base de mathématiques, en disant, je vais mettre 5 questions de chaque sur 4 thématiques. 4 thématiques, 5 questions, ça fait 20 questions, évaluées de 1 à 5, donc ça fait 5 fois 20, ça fait 100% de réussite. Et c'est à partir de là que on a commencé à parler avec certains profs ou certains élèves, et tu voyais que très bien qu'il y avait des élèves qui étaient dans le vent, qui disaient qu'ils étaient très bons, ou bien des profs qui étaient dans le vent, qui se disaient aussi très bons, et ça a réussi en 2-3 ans à équilibrer quand même les termes pédagogiques. Parce que les gens ils vont te dire une fondation c'est quoi? C'est quoi la technique? C'est quoi la musicalité? C'est quoi être créatif? Et avec Ox Method, je pense qu'on a réussi à mettre des mots sur une pensée générale en fait, en équilibrant en fait, sans trop dire que ça c'est ça. Et je pense que Ox Method c'était enfin, c'est intéressant de le faire et c'est intéressant aussi de, de se projeter et de voir que bah, par rapport à la note que j'ai eue, la prochaine note, bah, je vais tout faire pour avoir mieux que ça en fait. Comme un contrôle en fait. Ça t'a mis combien de temps pour la créer cette méthode?
Est-ce que ça a été un long projet où pendant 2-3 ans, c'était vraiment réflexion constante et tout ça, où tu testais les choses sur toi? Ou c'est arrivé assez naturellement et Cette méthode, c'est moi, en fait. C'était ma manière de m'entraîner, en fait. C'est ma manière de m'entraîner. Après, j'ai collé l'entraînement qu'on avait avec Wanted. C'est aussi les réflexions que j'ai eues avec Faïs, avec Tip, Mathias, Mathias et Ange, et Baba aussi. En fait, c'est des discussions que j'ai eues avec des gens, les voyages, surtout les voyages, euh, les discussions avec les Américains, tout ça. Et voilà, en fait, c'est avant Ox Method, l'avant Ox Method, c'est 10 ans de ma vie, en fait. Moi, je vais vraiment dire véridique. Pour moi, Ox Method, ça commence en 2004 et ça commence en 2015. Voilà, c'est 10 ans. 10 ans de recherche. Parce qu'entre 2004 et 2015, je me suis construit dans tous les sens, en fait. Et parce que j'ai commencé à lire des livres, regarder des films, essayer de comprendre ouais, d'où vient ce mouvement, c'est qui lui, c'est quoi ça. J'ai commencé à être curieux. Et puis avec tous les stages qu'on a donnés, tous les battles aussi qu'on a fait, bah, forcément ça m'a amené à créer cette méthode en fait. Trop bien. Et ben en tout cas, on invite les gens à. Il y a une page Instagram qui est propre à ça, la Hawk Method, où on voit plein d'extraits, où on peut avoir une idée de comment c'est fait. Et je crois que vous allez dans différents endroits Ouais. pour avoir des stages d'évaluation en fonction des disciplines des gens. C'est sur toutes les disciplines du hip-hop. Bah, l'année prochaine, on va essayer d'en faire souvent, beaucoup plus libre pour justement pour aider les gens, avec un suivi bien sûr. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur notre page et l'Instagram. L'année prochaine, il y a des choses qui vont arriver. Ça va être intéressant, ça va être bien. Big up. Yes. Écoute, Yuxon, on arrive à la fin. Pour la fin, on a toujours un petit rituel pour faire le lien entre l'invité précédent et l'invité suivant. Juste avant toi, on a interviewé Jimmy de Udat Yes. et on lui a demandé de te définir en 3 mots. Mhm. Il nous a donné les mots artisan, passionné et légendaire. Ah ouais. Faut- Pas mal légendaire quand même, hein. On aimerait tous être définis par ce mot quand même. Ah mais c'est trop gentil. C'est un bon gars. Et du coup, on lui a demandé également de te poser une question. La question qu'il nous a posée pour toi, c'est quel est ton plus grand échec? Ah, mon plus grand échec. Waouh. C'est deep ça, hein. Ouais, ouais. Ouais, bon après c'est personnel, hein. Je pense que moi, mon plus grand échec, enfin ça a commencé à être un succès, puis c'est un échec au sens où j'avais une compagnie qui s'appelait DC Vortex et j'ai arrêté. J'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai arrêté parce que j'ai pas fait un burn-out, mais j'ai pas aimé j'ai pas aimé les institutions en fait. Comment ils nous ont perçus, j'ai pas aimé la manière dont le système des scènes nationales et des chorégraphies il était en fait. Je me suis pas battu. En fait, ce qu'on faisait c'était fort. On a réussi à faire des scènes chez le côté anglo-saxon, mais je me suis pas battu en France en fait. Et je trouve que c'est un échec au sens où j'aurais dû continuer à pas lâcher l'affaire en fait. Ça d'ailleurs finalement c'est ce qui m'a amené à créer le BABA parce que j'ai créé un système de notation pour le hip-hop. Et je fais ça avec Valentin Patry. C'est pour ça que je disais, quand tu m'as dit Ox Method, c'est une notation, je fais non, non, c'est une évaluation. Là, on a créé un système de notation pour justement se battre, justement pour faire évoluer et montrer aussi aux institutions que notre danse, c'est plus technique que vous croyez, c'est plus technique que le classique. C'est un niveau technique et surtout que pour moi, le locking, et pour moi, c'est au même titre que la danse classique, que le hip-hop, la house, le break. Chaque style qu'on a, c'est des courants, des, c'est des, en fait, c'est des danses qui sont complexes
et qui ont des techniques et qui ont aussi une histoire, et ils ont aussi une histoire musicale. Que voilà, là, je me bats plus pour montrer aux institutions que nous, ce qu'on fait, c'est du sérieux en fait. Il y a une intelligence de scène, il y a une intelligence de mouvement. Il y a plein de choses que les gens ils perçoivent pas. Parce qu'aujourd'hui, regarde, les livres qui parlent de danse ou de hip-hop, ça parle, le hip-hop est né dans le Bronx. Mais ça parle pas des techniques, des véritables techniques qu'on fait en fait. Ça parle pas de. Parce que les gens ils confondent, ils font, ah, vous faites du hip-hop, mais ils pensent qu'on tourne sur la tête. Ah, mais aujourd'hui, quand tu parles avec les gens qui sont dans le contemporain, tout ça, ils connaissent nos danses. Mais c'est c'est pas mis en avant en fait. Et moi, mon combat, c'est justement de mettre en avant les styles, les pionniers, les protagonistes, mais pour que la jeunesse se dise, ouais, on est fiers, il faut être fier de ce qu'on fait en fait. Battre, il faut se battre. Donc mon échec m'a permis à développer quelque chose qui s'appelle le BABA, que pour montrer justement que notre danse, elle est riche, elle est technique. Parce qu'il y a il y a des systèmes de natation qui sont comme le Laban. Le Laban, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est pour le Mais- contemporain. Ouais, c'est pour le classique ça. Et bah, il y a des spectacles hip-hop qui sont écrits en Laban en fait. Quand tu regardes et tu vas prendre quelqu'un, tu lui dis c'est quoi le mouvement qui est écrit, il va dire ouais, il est en équilibre. Mais en fait, le mec il fait un 19. Donc ça veut dire que il y a des spectacles qui ont été écrits et qu'on ne pourra pas refaire parce ils ont pas été écrits dans notre langage. Donc mon combat là, il est là les gars. Il est là. Et cette notation, on peut la retrouver quelque part ou? Bah là je suis dessus et je dois faire ma première expo en février l'année prochaine. Mais vous allez en entendre parler, vous allez en entendre parler. Nice. Bien. On est dessus en fait, on est dessus parce que c'est la seule personne qui m'a donné la confiance et qui m'a dit ouais, on va trouver une subvention pour toi, c'est Baba, c'est Babson. Voilà. Par contre, les institutions, là, ils m'ont un peu aidé. J'ai eu un peu d'aide aussi du CCN de Rennes. Mais voilà, c'est compliqué. Et donc, si c'est pour la communauté, moi je compte que sur la communauté en vérité. Même s'il y en a, ils vont écouter ça, ils vont dire ouais, il a dit ça. Je dis ouais, la communauté avant tout, frère. La culture, c'est-à-dire que ton corps physique il part, mais la culture elle reste. Donc, quoi qu'il arrive, battre les gars. Trop bien. Et enfin, pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner, s'il te plaît, trois inspirations? Ça peut être des vidéos, des musiques, des films qui pour toi sont des inspirations et que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent. Inspiration film, waouh. Ça peut être des battles, un battle de ouf, ça peut être un son. Bon, premier truc, je dirais, pour les gens, les danseurs hip-hop, vous avez la caméra là? Ouais, Ouais. Il faut lire ça. ouais. Dia Time. Le Dilla Dilla Time. je conseille fortement les danseurs à vraiment à lire ce livre et à raisonner vraiment sur la manière dont JD faisait les beats et la manière de, enfin, la MPC 3000, tout ça, toi. Et c'est important parce que beaucoup de classiques des danseurs hip-hop, ils sont faits par lui. Et pour moi, c'est un livre référence. Pour moi, si tu fais une formation, tu dois lire ce livre. Tu dois le lire. Ok. Dilla Time sur J Dilla, sur la manière dont il faisait les sons presque de manière organique en Exactement. découpant les câbles, etc. Ah ouais, ouais. Ouais, incroyable. Il y a ça. Après, je dirais bah, pour les passionnés, ceux qui aiment la culture, tout ça, de regarder Drink Champ de Noriega. Vous m'entendez? Ouais, Ouais. on est avec toi. Écoutez, Ouais, ouais. regardez les Drink Champ, Non, Pas je du vois pas tout. ce que c'est. les podcasts de Noriega. Ok. Bah, Je n'ai jamais écouté. bah regarde, non, regarde. Aujourd'hui, c'est des émissions. Enfin, chaque semaine, il invite un rappeur et il rappe pas, il raconte des anecdotes sur le rap, sur les studios, sur le lifestyle. Et franchement, bah, il y a tout le monde qui passe. Hein. Il y a Busta. La semaine dernière, c'était Kanye West, il a fait du bruit pour rien. Là.
Les Migos sont passés encore la semaine dernière, il y a Eclipse, enfin, il y a plein de rappeurs qui passent. Et c'est super intéressant parce que moi, je suis un passionné de rap et du hip-hop. Et c'est toujours bien d'écouter le point de vue de certains rappeurs, de ce qui se passe aujourd'hui, les émissions, la politique, les sons, leur album, la vision dont ils se voient tous. Et après, on leur donne aussi des questions, on leur dit Biggie ou Tupac, et ils disent chacun leur truc, mais enfin, c'est intéressant de les entendre parler, toi. Ok. Drink Champ sur Revolt. Drink Champ. Après, le dernier truc, je dirais, c'est un clip qui m'a fait, un déclic de ouf. C'est attends, faut que je sois sûr du titre. Voilà, Air Palpert, voilà. Donc je vous conseille de regarder le North and South Street by Alpert. H-E-R-B, plus loin, Alpert, A-L-P-E-R-T. Ok. Ça, c'est un clip de musique, ça? C'est un clip, mais gars, tu danses le hip-hop, regarde ce clip. C'est un clip qui a été fait en 91. Et voilà, c'est pour moi, c'est la définition de la danse. Maintenant, si un jour quelqu'un arrive à filmer comme ça, là, ce danse, ce sera un délire en fait. Trop bien. Eh ben écoute, merci pour les 3 références, elles seront transmises. Et enfin, pour terminer, dernière question. Malheureusement, on ne sait pas qui est C'est l'invité pas marrant, juste après tu toi. peux pas m'inviter comme Jimmy. Jimmy m'a mis un piège, Ouais, fallait mettre un piège. désolé, on n'est pas drôle. Mais du coup, tu peux quand même donner un piège, même si tu sais pas qui c'est, tu peux nous balancer une petite question comme ça qu'on transmettra quand même. Je sais même pas quoi dire. Je vais dire Who is the best MCs? Biggie ou Tupac? Non, je vais voir. Non, franchement, qu'est-ce qui est apparu en premier? Le groove ou le move? Ok. Ça sera transmis. En tout cas, Yuxon, merci bien pour ces 1h30 d'interview. T'as battu tous les records, hein. Il faut dire que c'est Ouais. l'interview la plus longue qu'on ait faite. Non, mais tranquille, il faut les couper de toute façon. Hein? En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, on espère qu'on aura l'occasion de se croiser un de ces quatre. Ouais, parce que je vois pas vos têtes. À un moment, faut m'arrêter dans la rue hein, si je vous. T'inquiète. Quand on te verra, on te dirait hey, te rappelles Sweep, la planche de surf et tout. Je dis, ah, c'est vous. Alors qu'on allait surfer ensemble. Ouais, c'est toi qui es passionné à la musicalité. Ah ouais. Ah ouais, mec. No problème, les gars. On est ensemble. Et c'est Ouais, carrément. pour la culture, on a besoin de ça. Battez-vous, les gars. C'est ça. Il faut. Merci à toi pour ce que tu fais et force pour les projets. Voilà, surtout vous. Les plateformes, c'est important. C'est ça. À bientôt, l'ami. C'est bien, les gars. À plus tard. Ciao. Prends soin de toi. Aïe.